Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Comme on peut le constater depuis quelque temps, des ressortissants haïtiens arrivent en grand nombre du Chili, alors qu'il y a une année, c'était une destination choisie par des Haïtiens qui apparemment souhaitaient pouvoir évoluer, pouvoir trouver du travail apparemment. Et brusquement, le gouvernement chilien a mis en place un programme de retour volontaire dans leur pays d'origine. Pas plus tard que hier lundi, on a reçu en Haïti environ 180 ressortissants haïtiens qui ont volontairement choisi de quitter ce pays. Pourquoi cette décision? Pourquoi une année c'était une destination et aujourd'hui tout a basculé, tout a changé? Qu'est-ce qui se passe? Des questions qu'on aura donc à poser à notre invité ce matin, l'ambassadeur Patricio Outqueras, qui nous a fait le plaisir de se mettre à la disposition de Métropole pour des questions relatives à cette décision prise par le gouvernement de son pays. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Merci beaucoup. Dieu vous remercie pour l'invitation, pour l'intérêt que Métropole porte à les questions liées au Chili et évidemment saluer en premier lieu à vos téléspectateurs. Et je suis prêt à répondre les questions que vous avez évoquées. Bon, nous savons qu'ils sont déjà plusieurs milliers à avoir quitté Haïti pour se rendre au Chili. Et là, maintenant, ils commencent à revenir. Nous sommes à plus de 300, près de 400 à retourner au pays, à leur pays d'origine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bon. Je vous remercie d'avoir évoqué, dans le contexte de votre question, les plusieurs milliers qui se sont rendus au Chili. Je pense que c'est important de rappeler précisément que depuis 2015, le Chili a reçu plus de 150 000 Haïtiens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être aux environs de 200 000 Haïtiens au Chili. Mais cette migration haïtienne n'est pas la seule. Nous avons aussi reçu des Vénézuéliens, des Colombiens et des Vénézuéliens, un plus grand nombre encore que les Haïtiens. Des Péruviens aussi? Des Péruviens. Et la migration péruvienne, c'est plus ancien, mais nous continuons à recevoir. Ce sont nos voisins aussi, donc ça explique. Mais aussi, nous avons des Boliviens qui viennent. Donc, le phénomène, je dirais, des migrations vers le Chili, c'est un phénomène, en quelque sorte, un phénomène régional, pas seulement d'Haïti. Donc, je voudrais aussi, si vous me permettez, avant de parler de ce plan de retour volontaire, je voudrais aussi évoquer d'autres mesures que le gouvernement chilien a prises. Parce que cette migration régionale importante a pris le Chili en quelque sorte par surprise. Il y avait une législation très ancienne, il y avait une institutionnalité très ancienne, une institutionnalité migratoire qui n'était pas préparée pour recevoir tellement de gens. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises. Et par exemple, la première mesure qui a été prise, c'était d'ordonner en quelque sorte ces flux, de dire, bon, les gens qui veulent continuer d'aller au Chili doivent avoir un visa pour y se rendre. Donc ça, c'était la première mesure. Mais comme notre gouvernement a dit, écoutez, il y a déjà, comme je viens de dire, 200 000 Haïtiens. C'est une communauté importante. Ces gens qui ont arrivé comme touristes, il faut les régulariser. Donc, le gouvernement a appelé un programme de régularisation extraordinaire qui
était une mesure très importante parce que ça veut dire que tout le monde qui veut rester au Chili peut le faire, seulement pour ça, il faut son passeport et ne pas avoir des antécédents policiers, judiciaires. Donc, et les Haïtiens se sont inscrits en très grand nombre, presque 50 000 des Haïtiens se sont inscrits dans ces procès extraordinaires de régularisation. Donc, ça, c'est une mesure très importante, mais aussi, le gouvernement a dit, écoutez, il y a ici des jeunes gens qui ont laissé sa famille en Haïti. On laissé son épouse, ses enfants, donc il faut donner une opportunité pour la réunification familiale. Donc, nous avons passé un accord très intéressant avec l'OIM, le bureau de l'Organisation internationale pour l'immigration, et nous avons constitué un bureau de traitement des demandes de visa qui est à Tabar. Et dans ce centre, les Haïtiens qui veulent se réunir avec son épouse, ses enfants qui sont ici, peuvent le faire. Il peut appliquer, il peut solliciter un visa, et ça, nous sommes en train d'organiser ça, et nous espérons peut-être que même nous pourrions arriver à donner 10 000 visas par an dans les contextes de réunification familiale. Donc, ce sont des mesures à peu près qui ont été prises à part de la modernisation de notre législation. Ça, c'est un procès qui est en cours dans le Parlement chilien. Donc, comme vous voyez, ce sont plusieurs mesures qui ont été prises. Et si je peux sauter maintenant à votre question, vous avez demandé pourquoi il y a les Haïtiens retournent en grand nombre. Alors, on peut voir la décision prise par le gouvernement de mettre sur pied un plan de retour volontaire. Et est-ce que ce plan est aussi pour des ressortissants des autres pays, étant donné qu'il y a des migrants péruviens, colombiens, vénézuéliens? Est-ce que ce plan concerne également d'autres pays? Oui, la réponse est oui, ça concerne d'autres pays, mais comme les choses sont en histoire, ce qui s'est passé ici, c'était qu'un groupe des Haïtiens, quelques personnes représentant de la communauté haïtienne. La communauté haïtienne, il y a beaucoup de représentants parce qu'il y a beaucoup d'organisations. Il y a quelques représentants qui ont contacté le gouvernement chilien et ont dit, écoutez, il y a des gens qui sont en train d'avoir des problèmes, principalement d'adaptation. La langue, parfois ils ont des difficultés à trouver du travail, etc. Et donc ils voulaient retourner en Haïti, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc le gouvernement a dit, bon, nous allons étudier, et pendant les mois d'août, septembre, ils ont étudié la situation et ils ont commencé donc le mois d'octobre à mettre sur pied un programme volontaire. Et je voudrais souligner ces mots parce que ça, c'est très important. Ça, c'est pas, comme j'ai lu dans certains médias, des expulsions, des portations. Non, il s'agit des gens qui volontairement veulent revenir pour une variété de raisons, des raisons familiales. Mais selon vous, c'est un problème d'adaptation? Oui, il y a des différents problèmes. Il y a des gens... Est-ce que cette même demande a été formulée par des ressortissants des autres pays aussi? Oui. Est-ce que l'avion mis en place, mis à la disposition des ressortissants haïtiens est un avion du gouvernement, dit-on? Est-ce que ce même avion, ou bien est-ce que le gouvernement prévoit aussi de permettre à des Péruviens, des Colombiens, des Vénézuéliens de retourner dans leur pays aussi, comme c'est le cas pour les Haïtiens? Oui, comme j'ai dit, les questions ont d'histoire. Et l'histoire cette plan a été initialement montée pour les Haïtiens parce qu'il a été demandé par des représentants de la communauté haïtienne. Mais évidemment,
Le programme va aussi comprendre des ressortissants d'autres pays. J'ai lu dans la presse l'autre jour qu'il y a déjà 40 inscrits de Colombie, pas encore suffisant pour organiser un vol. Et pour les Péruviens, s'il y en a, c'est plus facile. Vous voyez, les Péruviens prennent un autocar, se rendent en 2 jours, ils sont dans son pays. C'est pas tellement difficile de retourner à Pérou de Chili. Donc, les problèmes se posent avec des pays qui ne sont pas dans la frontière, dans la limitrophe. Avec un taux de chômage de 6,5% en 2014 et avec l'arrivée de ce flux de migrants de ces pays, il y a des gens qui pensent qu'il y avait un souhait de la part du gouvernement chilien. Alors, s'il y avait un souhait, est-ce qu'il y a un quota que vous avez souhaité atteindre? Est-ce qu'il y avait un groupe de gens que vous souhaitez recevoir chez vous et qu'aujourd'hui, le quota étant atteint, donc maintenant vous ouvrez les portes à ceux qui souhaitent partir? Non, nous ne sommes pas tellement organisés par rapport à la question migratoire. Précisément, les problèmes migratoires, s'il y a des problèmes migratoires au Chili, c'est que nous n'avons pas une organisation, une institutionnalité qui nous permet de parler des quotas ou quoi que ce soit. Non, c'était seulement, comme je vous ai dit, qu'à certains moments, l'institutionnalité qui était très ancienne, il présentait des problèmes et il fallait faire des modifications. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Évidemment, il y a des gens qui arrivent au Chili sans beaucoup d'informations. Ils ne savent même pas parfois qu'il fait assez de froid. Le Chili, dans l'hiver, il fait froid. Il fait froid et parfois très, 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 très froid. Donc, il y a la question de la langue. Si vous ne parlez pas espagnol au Chili, vous êtes en grande difficulté de trouver du travail. Donc, ça, c'est, je pense que le problème principal. Les gens n'ont pas trouvé de travail, ne sont pas adaptés. Il y a la société chilienne, c'est aussi une société différente de l'haïtienne. Dans quel domaine on les retrouve surtout? Et vous disiez... En termes de travail? Bon, les Haïtiens travaillaient beaucoup dans l'agriculture. Vous avez, le Chili a une agriculture d'exportation très puissante, donc dans la cueillette des fruits, dans la construction des bâtiments, dans les commerces. Parce que toutes ces activités que je viens de mentionner, ce sont des activités qui parfois ne requièrent pas trop de connaissances de la langue. Donc, mais j'imagine que pour une personne, par exemple, qui est qualifiée, qui a un diplôme technique, travailler dans l'agriculture, bon, ça va peut-être pour quelque temps, mais après, les gens voudraient passer à autre chose. Et parfois, là, ils ont eu des difficultés. Mais je vais mettre les questions en contexte. Monsieur, les questions, aujourd'hui, il y a 338 personnes qui ont retourné. Et il y a encore 1200 qui se sont inscrits pour ce programme. Ça veut dire aux environs de 1600 Haïtiens. Dans le contexte de 200 000 Haïtiens, ça représente moins de 1%. Donc, ça, c'est un peu le contexte. Parlez-nous un petit peu du salaire minimum chez vous. Le salaire minimum aujourd'hui doit être aux environs de 350-400 $. 350 et 400. Mais le Chili est un pays cher. Hein? Oui. Oui, je sais. Et entre 350 et 400, ça représenterait combien de dollars américains? Non, 350 à 400 $, je veux dire. Dollars? Oui. Dollars chiliens ou Non, pas dollars chiliens, c'est dollars américains. Vous dites 350 par jour? Non, Je parle du salaire minimum par mois. Nos salaires minimums, c'est par mois.
Par mois. mois. Par mois, oui. Ok. C'est Pas de aux salaire. environs de 140 000 pesos, ça veut dire à peu près $350, 400. Ben, je ne vais pas me tromper dans les détails. Mais Est-ce qu'on peut parler de main-d'œuvre bon marché, à bon marché, la main-d'œuvre haïtienne au Chili? Vous ne savez pas? ça pourrait être le cas, oui. Oui. Ok. Maintenant, les gens décident de revenir chez eux parce qu'il fait froid. Ils ne s'attendaient pas à une telle température. En quoi ce départ volontaire, ce retour volontaire arrange le gouvernement chilien? Ce départ volontaire a été demandé par les Haïtiens. Oui, mais en quoi ça arrange ou ça dérange? Le gouvernement chilien a mis en disposition un avion parce que, évidemment, s'ils sont des personnes qui sont en situation sociale complexe, c'est aussi une préoccupation du gouvernement chilien. Le gouvernement chilien est sensible à la situation sociale de toute personne qui est sur son territoire. Et si les personnes sont en situation complexe, qui n'ont pas d'endroit pour dormir, qui n'ont pas suffisant pour manger, bon, dans ce cas, s'il y a des gens qui voulaient donc retourner au pays pour ces situations, et le gouvernement chilien a mis en disposition l'avion. Dans ce sens, bon, dans le sens que nous pouvons aider à solutionner un problème social, oui, ça arrange le gouvernement. Ça arrange, ok. On parle de 200 000, entre 150 et 200 000 Haïtiens aujourd'hui chez vous. Est-ce qu'ils sont nombreux à se trouver dans cette situation, qui ne travaillent pas et qui sont donc, qui attendent, je dirais, une aide de votre gouvernement? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Je pense qu'on doit avoir les chiffres qu'on a, c'est qu'il y a 1600 personnes qui ont dit « oui, je voudrais retourner d'une façon volontaire ». Ça, c'est les chiffres que nous avons aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui peut-être sont en situation difficile, ils recherchent peut-être un emploi, mais qui peut-être pour eux, ils n'ont pas arrivé à une situation désespérée de dire bon, je ne peux pas ici, je ne peux plus ici, je vais retourner. Peut-être qu'il attend de trouver du travail. Sur les chiffres, c'est difficile. Oui. Est-ce que le gouvernement de votre pays attend encore des Haïtiens? Oui, je viens de vous dire, nous avons créé un programme de visas de réunification familiale. Oui, oui, mais je sais aussi que les Haïtiens qui ont pris la décision de retourner chez eux ne peuvent pas retourner au Chili au cours des 9 prochaines années. Oui, c'est ça. Le programme a été dessiné comme ça. Oui, parce que bon, le gouvernement dit bon, nous sommes en train de faire. Bon, premièrement, ce sont des gens qui ont volontairement pris la décision de retourner parce qu'ils n'ont pas réussi son projet migratoire, si je pourrais dire. Donc, et le gouvernement a fait un effort financier, donc on dit bon, on devrait mettre en limite pour les gens qui ne peut pas retourner bon, l'année prochaine, bon, très, très prochainement, de toute façon. Ça, c'est une décision qui a été prise comme condition. Et les gens sont libres d'accepter ces conditions. Ok, mais c'est pareil, cette condition est valable aussi pour les Péruviens? Non, les programmes, comme je viens de dire, n'a pas été encore monté pour les Péruviens, mais s'il y a un programme qui se va mettre en place, j'imagine que ce sera les mêmes conditions. Il y a un auditeur de Métropole, monsieur l'ambassadeur, qui vous demande pourquoi le peso chilien, pourquoi le peso chilien a perdu autant de valeur par rapport au dollar américain. Oh,
Et ça, c'est une. Je voudrais entrer là dans des analyses financières qui sont liées à la guerre commerciale qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Et il y a notre peso est bien lié au prix du cuivre. Vous savez, le cuivre, c'est notre produit de première. Notre principal produit d'exportation. Et parfois, quand les prix du cuivre augmentent beaucoup, et il y a beaucoup de dollars qui entrent à l'économie chilienne, et donc les prix parfois baissent, ou à l'inverse. Mais je ne suis pas un analyste financier pour dire, mais c'est vrai que les dernières mois, il y avait une fluctuation assez importante. Le Chili est un pays avec une économie énormément ouverte, donc nous avons des exportations vers les États-Unis, vers l'Union européenne, vers l'Asie. Nous avons donc la situation économique au monde affecte énormément le Chili. Oui, malgré que les clients n'ont pas changé, vous entretenez de sérieuses relations commerciales, évidemment, avec les États-Unis, la Chine, le Japon, le Brésil, la Corée du Sud. C'est correct? Oui, oui. Nous sommes les pays au monde, les pays au monde qui ont de plus d'accords commerciaux. Nous avons des accords commerciaux avec plus de 60 pays au monde, des livres-échanges avec l'Union européenne et les pays que vous avez nommés, plus la Nouvelle-Zélande, l'Australie et plusieurs pays de l'Amérique, évidemment. Il nous faut combien de pesos pour $1? À présent, aux environs des 700. Mais comme j'ai dit, la fluctuation, je n'ai pas regardé récemment, mais peut-être entre 690 et 700. 700 pesos pour $1? Oui. C'est pas beaucoup, non? Bon, je ne sais pas. Bon, et la coopération entre Haïti et le Chili? Le Chili est un pays qui a une tradition de coopération assez ancienne avec Haïti. Par exemple, la coopération avec la police, ça vient depuis 40 ans. Il y a aujourd'hui des hauts gradés de la police qui ont été comme jeunes policiers au Chili s'est formé. Mais aussi, le Chili donne de la coopération dans les domaines des renforcements des capacités. Par exemple, dans les domaines de l'éducation pour la petite enfance, nous avons un programme et nous avons une coopération très ancienne avec le ministère de l'Éducation. Nous avons en coopération, nous sommes en train, avec le gouvernement d'Haïti, de construire des logements sociaux ici dans le nord de Port-au-Prince. Et nous avons aussi les projets, je dis pas un projet, mais c'est presque une réalité, qui est de former aussi les sapeurs-pompiers haïtiens dans un programme de coopération avec la direction des protections civiles. Donc, et nous sommes ouverts toujours à de nouveaux secteurs de coopération dans ces domaines. Surtout, le Chili, c'est un pays qui est un pays en développement, comme Haïti. Nous avons quelques expériences avec quelques succès qui nous sommes très ouverts à partager avec Haïti. Peut-être que c'était un accident, mais je sais que la résidence ou encore l'ambassade du Chili, le bâtiment logeant l'ambassade a été la cible d'attaque de manifestants la semaine dernière. Peut-être que c'était un accident. Mais dites-nous, monsieur l'ambassadeur, comment vous avez vécu ces derniers événements politiques? Merci. Oui, c'est vrai, nous avons été la cible de jets de pierres pendant la manifestation qui a passé en face de l'ambassade vendredi après-midi.
Et c'est une situation inacceptable. Non, ce n'est pas un accident. Les gens, comme veulent tirer des pierres, bon, ils jettent des pierres. Ils ont évidemment fait une attaque qui, je ne sais pas s'ils savaient que c'était précisément l'ambassade du Chili. Ça, je m'étonne un peu, ça m'étonne je ne peux pas penser qu'il y ait des gens qui puissent attaquer l'ambassade d'un pays ami comme le Chili. Le Chili, c'est un pays qui a été toujours à côté d'Haïti. Donc, je pense que ce sont des gens exaltés qui ont, je ne sais pas, ces raisons, ces motifs, je ne peux pas, l'imaginer. C'est pourquoi j'ai parlé d'accident possible. Oui, je ne sais pas. Mais de toute façon, nous rejetons, nous condamnons ce type d'attaque, ce type de violence. Est-ce qu'il y a eu des réactions de la part de l'opposition, de la part du gouvernement? De la part du gouvernement, nous avons été appelés. J'ai reçu l'appel du président, du Premier ministre, qui m'ont exprimé son bouleversement en face de cette attaque, parce que ce genre de choses ne peut pas passer. Et ils ont aussi, évidemment, condamné cette attaque, et ils ont promis que des mesures vont être prises. Et évidemment, il n'y avait pas de policiers sur place, non? À ce moment-là, mais après, la police s'est approchée de notre ambassade et nous a rassurés. Monsieur l'ambassadeur, nous étions contents de pouvoir faire le point avec vous ce matin sur la situation des Haïtiens vivant chez vous et qui souhaitent retourner à leur pays d'origine. D'ailleurs, ils l'ont fait. Plus de 300 sont déjà retournés en Haïti. Il y a 1 millier qui attendent de revenir. Et malgré tout, les portes de votre pays demeurent encore ouvertes à ceux qui souhaitent quitter Haïti pour une raison ou une autre. Merci d'avoir été disponible pour répondre aux questions de Métropole, monsieur l'ambassadeur. Non, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier encore pour l'intérêt des radios Métropole dans la situation de vos ressortissants qui reviennent du pays, et aussi dans la coopération et les activités de notre ambassade en Haïti. Avant de vous laisser partir, il n'y a pas eu de cas rapportés ou des Haïtiens chez vous? De quoi, pardon? On n'a pas rapporté de cas des Haïtiens qui auraient été arrêtés, amenés de force à l'aéroport pour retourner chez eux, pour être déportés? Écoutez, bon, je pense que je dois prendre l'opportunité de votre question pour insister une fois encore. Ça ne s'agit pas d'une déportation et ça ne s'agit pas d'un voyage obligatoire. Il s'agit d'un voyage volontaire. En plus, les gens qui veulent voyager, et dans ces contextes, ils doivent aller chez un notaire public pour signer une déclaration, et ils doivent le faire librement. Et même la déclaration pour partir, est en espagnol. Ils ont acheté leur billet pour partir et maintenant ils reviennent gratuitement. Ils n'ont rien payé. Non, c'est gratuit, c'est vrai. Gratuit. Merci, monsieur l'ambassadeur. Passez une bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Métropole avec l'ambassadeur du Chili, monsieur Patricio Utreras, qui a répondu à nos questions ce matin. Merci de l'accueil et dans un instant, le professeur Louis-Né Josema sera avec nous. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Merci. Merci. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. C'est le moment d'accueillir notre deuxième invité, le professeur Louis-Né Josema, qui est politologue et qui, ce matin, va partager ses connaissances avec le public de Métropole sur la question Petro-Caribé. Professeur, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, radio et télévision Métropole, notre ami Wendel, ce matin, je suis heureux de cette occasion qui m'est offerte de pouvoir vous exprimer combien déjà je suis touché du grand honneur que vous avez bien voulu me faire
en m'accordant ces poussières de minutes alors, pour que nous parlions de Petro-Caribé. C'est pas quelques poussières quand même. Et parce que là, nous avons environ une vingtaine de minutes, et donc c'est amplement suffisant pour débattre de la question. Alors, Petro-Caribé, oui. Vous faites des recherches sur question, ou gagnez des informations pertinentes que vous pensez que le grand public pas gagné, pas au courant de eux? En effet, comme disait Hannah Arendt, espace public là, côté tout le monde doit prendre place. Et finalité, c'est pour la pluralité. L'expression par excellence politique, ça lié dans les mêmes noms. Les de aujourd'hui pour nous-mêmes, groupe intellectuel qui dans le pays un pays qui a souffert par une bonne méchanceté, ignorance en bonne lot, diversion politique par une bonne lot encore. Côté il y a des chaînes d'information continue qui fausses, sont un sujet qui on ne peut plus important. Côté un emballement médiatique qui fait un pile parti politique en Haïti relégué dans la question des groupes de pression. Alors que nous connaissons, groupe de pression, il y a une finalité, le parti politique là, il y a une finalité, il prend pouvoir. La différence, c'est que le groupe de pression là pour le jeter, mais il va gagner pour prendre pouvoir. Finalité, groupe de pression, il a fait effet sur l'État, qui c'est le pouvoir institutionnalisé. Gouvernement, non, alors, soit parlementaire, non, alors, avant. avec un intérêt. Non. Mais parti politique là. Donc, groupe de pression d'abord, il est capable de faire pression sur le pouvoir. Sur le pouvoir. OK. Et le parti politique? Parti politique là, lui-même, il est là, avec idéologie, avec projet de société, avec une communication stratégique pour le côtoyer le monde, pour le faire fièvre électorale, venir dans pour arriver au pouvoir. Ça, c'est la définition classique. C'est la définition classique. Et c'est la finalité même, le but à atteindre dans l'ensemble de tout parti politique. Oui, mais si par exemple atteindre le pouvoir, c'est entre autres l'une des finalités d'un parti politique, il y a des gens qui disent tous les chemins mènent à Rome. Donc, si prend la rue capable de contribuer à un renversement au pouvoir, il y a d'autres gens qui disent que ce serait de bonne guerre. Mais prend la rue pour qui ça? Pour prendre pouvoir. Pour prendre pouvoir. Est-ce que l'on a bien gardé en Haïti aujourd'hui, avant à faire Petro-Caribé ça, qui a une pile diversion politique, qui a une chaîne d'information continue, qui fausse autour de lui-même, où est-ce que les gens dans la rue? C'est parce qu'une bonne série d'universitaires, intellectuels, conséquents, cohérents, ils n'ont pas accepté rentrer dans ce rentrer à la aujourd'hui dans des analyses désintéressées. Donc, ou même analyse pour la désintéresser. Désintéressé, il faut que nous demandions mais attends. Il est capable de désintéresser, mais ça va dire que l'objectif peut être ça. Vous d'accord? D'accord, avoir 100%. On nous essayer de parler de Petro-Caribé. Oui. On nous situer le côté des autres. Déjà ça déjà. Déjà ça, nous allons parler. Ouais. On allait. Permettez-moi de garder un approche géopolitique pour nous capable de situer Petro-Caribé dans sa lière. Nous parlons dans le premier sommet des Amériques qui était fait par le président Bill Clinton en 1994, en mois de décembre. Côté la donne, il créé, ça crée les ZL et A, Zone de libre-échange des Amériques. Pour un pile politologue, un pile politiste, un pile politicologue tout, yo dans ça sont l'autre âmes, même avec doctrine de Monroe, qui était l'Amérique aux Américains de James Monroe, qui était président des États-Unis de 1817 à 1825. Donc c'est un renforcement. Un renforcement. Grand pile pays qui est entré là-dedans. Mais Cuba pas là parce que la condition non négociable, c'était la démocratie. Deuxième sommet a fait Chili en 1998. Quelques mois avant l'élection, Hugo Chavez, parce que Hugo Chavez prend le président Venezuela, 2 février 1999. Troisième sommet a fait Québec en avril 2001. Depuis avant Hugo Chavez rentré dans le sommet, il a lancé il dit qu'il faut intégrer Cuba
en dedans ZLA, Zone de Libération des Amériques. Sinon, Mais la, il connaît. sinon la balancer. Oui, non, sinon, il va le balancer. Mais il connaît, c'est tapage qu'il a fait. Il n'a pas accepté. Depuis bien avant, 4e sommet que tu as fait Mar del Plata, en Argentine, en 2005, c'était en décembre 2005, Hugo Chavez était en Chita. Depuis le 29 juin 2005, il a fait moteur de développement ça via Petro-Caribé. Côté littéraire, il n'est pas dans poche Alba. C'est Alba, Sanda Alba. Il pense ça. Oui. Sanda Alba. Alba, c'est Alliance donc, Bolivarienne. Bolivarienne, c'est ça. Très bien. Des donc, il est projeté Alba pour tirer Petro-Caribé là-dedans. Ok. Et puis, il neutraliser zone de libre-échange des Amériques. Mais il retire en dedans zone de libre-échange des Amériques là, nous c'est celle qui bat là, en dedans Alba, il pas mettait Amérique du Nord, États-Unis, Canada et Mexique. Eh bien, en 2005, 29 juin 2005, Petro-Caribé lancé, c'est un moteur côté, il y a filé pétrole dans tout le pays, mais gagné, ils ont accord. Accord, c'est. Faut me Haïti pas de rentrer parce que c'est Boniface Alexandre qui t'a dirigé. Il n'a pas de trop légitimité. Haïti, pour rentrer dans Petro-Caribé, c'est. C'est-à-dire le lendemain même de l'investiture Préval, 14 mai 2006, c'était. En Hugo Chavez pas de venir, c'était vice-président. Mais dans l'installation même, c'était un représentant qui était là. C'est Vicente, vice-président. Oui, qui était venu. C'est Vicente Rangel, c'est monsieur qui était présent. Haïti rentré. Mais, produits vénézuéliens, on peut commencer à venir dans le pays, c'est à partir de octobre 2007. Et on peut aller. Ça veut dire que une période de battement de mai. Très bien. De mai 2004, c'est ça? 2006. Pour arriver octobre 2007. C'est ça, donc une longue période de battement. Une longue période de battement. Malgré signature. Malgré signature. Très bien. Au moment de l'investiture de. Au moment de l'investiture. OK. Eh bien, sorti en octobre 2007, il y a plusieurs résolutions. Pour arriver non, mais avant 2006. Ça, avant ça, on pose des conditions. On dit conditions. Ce qui est condition que Venezuela. Condition, c'est condition. Tu vends gaz là. Condition 1, les prix barils là, il y a plus que $60 sur le marché international là. On a bien 40% que on bail. Les prix barils là à moins que $60 sur le marché international là, on bail 60%. 60% ça, ou même le recevoir pétrole là. En Haïti, c'est BMPAD qui recevoir. Et qu'on est BMPAD là, il gagne une administration qui gagne là-dedans, ministre Finance là, ministre Commerce là, ministre Travaux Publics, ministre Agriculture, gouverneur Banque Centrale là, et directeur BMPAD là, qui l'a seulement consulté, mais il n'y a pas de voix décisionnelle. Les kounya ou recevoir pétrole là, pendant 90 jours, BMPAD gagne pour le vendre. Pendant 30 jours, BMPAD gagne pour le vendre entreprise privée et le rentrer comme là. Et pendant 90 jours, il gagne pour le remettre. Ça gagne pour le bail cash là. Et puis il reste là après dans fond. C'est quel pourcentage il gagne pour le bail? Pourcentage il gagne pour le bail là, soit 40 ou bien 60%. Ça dépend de prix sur marché là, sur marché international là. Donc c'est dans 90 jours que le gagne pour le bail. 90 jours. Donc première livraison qui est faite et que on dit que est à $60 sur le marché international. Donc Haïti gagne 90 jours pour le remettre 40% sur les. Ça qui est toujours fait. Et 60%. 60%, il gagne pour l'été non fonds. Et destination, c'est projet de développement seulement. Okay. Et pour la donne, il y a un mécanisme pour décaisser. Il faut une résolution qui prend. Il faut sortir dans le moniteur. C'est une bonne bagaille. OK? On nous regarde qu'on y a sorti 2006, on dit 2007, il y a 14 résolutions qui prend. Là, nous dit 14 résolutions qui prend. On va montant total là. Montant total 14 résolutions ça sac budgétisé vient avec 2 milliards 200 et pic millions, environ 2 milliards 200 millions. Mais attention, il n'y a pas plus que ça? Non, c'est exactement ça allié. 14 résolutions. 14 résolutions, c'est ça allié.
Quelle autre information qui va prendre parce que là résolution qui prend les 14 résolutions al sous site BM pas de là après ça m'a de la clé. Non, tellement. Information fait connaît que c'est 3 nous milliards. Avec nous là on allait. C'est 3 milliards 800 millions. Nous pral là. Est-ce que 3 milliards 800 millions c'est quantité pétrole qui vient? C'est ça me dit oui. Non, on cap sur montant global, sur montant global là. Le montant global se chiffrait à 3 milliards 800 millions. Le montant global. En nous faisons hypothèse. C'est-à-dire entre gaz, entre 40% que vous payez, entre 40% que vous payez, plus 60% que vous payez pour les projets de développement. Nous avons 3,8 milliards de dollars. Donc, il y a 3,8 milliards. 3,8 milliards de dollars. Information disponible, c'est ça que vous faites. C'est ça lié même. Ok, d'accord. On nous partit avec une hypothèse. Si pétrole là toujours en laisse 60%, baril là toujours en laisse 60%, nous avons pour nous bailler 40%. Si l'hypothèse là dit 40% de 3,8 milliards de dollars, ça nous baille cash là, environ 1 milliard 520 millions. Donc nous remettons 1 milliard déjà. Nous remettons 1 milliard 620 millions, ça sont obligations qui est liée. Et reste ça pour bail là, ou de commencer bail sauf ou gain, ils ont 2 années de grâce. Ça pour bail là c'est sous 25 ans à hauteur de 1%. Et vous capable chaque année dans le budget national là, toujours gagner un montant qui est alloué au service de la dette. Ça veut dire qu'il y a une dette interne, il y a une dette externe, Petro-Caribéa rentre là-dedans tout. Là, on parle au service de la dette, pas seulement ça nous doit international, pas seulement Petro-Caribé. Oui, il y a une dette nous doit dans le pays, et une dette nous doit soit la Chine, soit FMI, et puis Petro-Caribé entre tout. Oui. Ok. Mais excusez-moi, je dis que montant dette Haïti vis-à-vis de l'étranger, que ce soit Petro-Caribé ou bien l'autre pays, j'en sais dire, c'est environ 2 milliards que le taille. Oui, c'est environ 2 milliards, mais il y a un calcul que nous n'avons pas fait. C'est exactement même en Petro-Caribé, il y a un calcul que nous n'avons pas fait. Sorti 2007, pour arriver 12 janvier 2010, dans la quantité de dette, Hugo Chavez a éliminé pour nous environ 395 millions de dollars. OK. Donc, 395 millions de dollars qui ont été éliminés. Donc ça, c'est ça, nous était déjà doué. Ça était dans 60% qui était dans le fond. OK. OK? Donc, il y a 395 qui est annulé. Qui est annulé. OK. Maintenant, est-ce que nous allons commencer à gagner dette après? C'est après 2010 nous allons commencer à gagner. Oui, c'est la quantité, ça nous doit retirer ça pour nous. Le retirer, OK. Nous devons environ 1 milliard. Mais sur qui base, il dit que la retirer? Bon, nous connaissons 12 janvier, tu frappé nous. Et puis, c'est très clément avec Haïti. Il retire le pour nous. OK. Maintenant, elle retire ça, comment tu viens de te connaître là? Elle retire ça, tu as quelques millions de cadis qui étaient. OK, est-ce que le il donne 100 millions, il donne 150 millions? Il était plus que ça. Il était plus que ça. OK. Et on va essayer de regarder pour nous. Et sans dans comme ça tout, rapport sénatorial là montre EDH de l'État haïtien 400 millions de dollars. Sogénère de l'État haïtien 200 millions de dollars. EDH de 400 millions. Sogénère de 200 millions de dollars. Et ça, c'est pas ou vérifier. Mais où rapport Petro-Caribé? Non, pose en effet, oui, nous vérifions ça. Question pour ne pas avoir l'impression que la voie est montée. Non, pas que la voie est montée. OK, donc vous dites que génère de 200 millions, c'est ça? OK. Que vous confirmez qu'on a une pièce à l'appui sur ça? En effet, oui. À le rapport qui fait là, c'est ça lié. OK. Donc, donner forme fait pour avant avancer. Nous avons donné 14 résolutions. Montant qui budgétisé, il est environ 2 milliards 200 millions. Mais, ce n'est pas le montant qui budgétisé qui est plus important. Est-ce qu'il y a un fonds? Montant qui vient arriver prendre un fonds pour développement, pour projet au développement, c'est environ 1 milliard 589 millions. Ça veut dire qu'il faut qu'il transfère dans le compte trésor. Ça transfère dans le compte trésor, c'est 1 milliard 589 millions épiques. OK, c'est quantité ça qu'on y a là, monde qui était dans l'État. Deux explications. Ça dit. Donc c'est 1 milliard 589. Ouais. OK. Maintenant, l'on dit ça, est-ce que c'est l'argent dépensé dans le bâtiment moi construit dans la ville? Est-ce que c'est l'argent ça qui construit? Non, ça c'est l'argent. Bon bah il m'a d'auto. Chaque résolution qui prend, il faut rentrer dans le budget, il faut budgétiser. C'est trésor public là même qui pour il faut gagner ordre pour
kob la sorti. S'il pas de gain ordre, on nous prend par exemple Cyclone Mathieu. Donc on parle de ordre de décaissement. On nous prend par exemple Cyclone Mathieu. Et privé, t'as entré dans le fonds Petro-Caribé pour le répondre. Non. Cyclone Mathieu, pas de question, Petro-Caribé la donne. C'est rubrique qui alloué en dans budget, fonds d'urgence, c'est lui-même qui fait Cyclone Mathieu. Pas de question Petro-Caribé. Ou pas qu'à le ça comme ça. Non, tellement. Est-ce qu'on va dire là que sous Privé, sous Jocelyn Privé, pas de gain de décaissement pour Petro-Caribé que tu fait? Tu as une résolution. En fait, pour Mathieu. Tu as une résolution. Non, pas de bagay ça. Pas de comme Petro-Caribé dans Mathieu. Non. Tu as une résolution que tu prends. Résolution ça prend. Si je ne c'est en septembre 2016. Il n'y a pas de café de question parce qu'il n'y a pas de quantité comme ça dans le fond, qui est environ 33 millions. Il n'y a pas de cas prendre. C'est pour être capable de payer toute entreprise qui est pour en place là, tu es doué déjà. Et pour te faire projet tout. Mais environ, pas de bon plan d'urgence. Après plan d'urgence là, c'est rubrique dans le budget qui alloué à fond d'urgence. Comme pour lui, c'est lui-même qui fait. Ok, c'est très important. Donc, c'est ça m'a dit, une diversion politique. Ouais, l'on dit 3,8 milliards de dollars. L'on dit montant cash au pays à environ 1 milliard 520 millions. L'on regarde 400 millions EDH doué. L'on regarde 200 millions que Sogéné doué. L'on regarde tout, dette là à payer. Dette là continue à payer, c'est ou doué sur 25 ans, ou te des années de grâce. On commence à payer. Et dans le budget national, chaque année, il y a un montant qui est alloué au service de la dette. Donc je dis, là, d'abord même, combien de nous avons environ 1 milliard. Environ 1 milliard et puis après aller, c'est comme ça nous doit. Yo demander tout jeune intellectuel pays universitaire pour nous faire des analyses désintéressées. Allez sur compte BMPAD là. Quantité produit qui vini, quantité gaz qui vini, combien bayo yo là. OK? Est-ce qu'on peut un procès Petro-Caribé? Oui, il faut qu'on pose Petro-Caribé, il faut qu'on ban l'autre procès dans le pays à tout. C'est normal comment pour faire moun prend l'argent l'État. Les nous dit l'argent l'État nous comme ça nous dit. L'argent côté yo prend taxe sur moun. Moi même qui c'est professeur, yo prend taxe sur moi. Policier qui dans la rue yo prend taxe sur yo. Et puis comment encore que nous gagnons pour nous payer via ça crée les projets non. Et puis pour moun pas rendre compte sur lui. Il faut qu'il y ait une réduction des comptes qui est faite dans le pays. Dans 2 minutes, est-ce que vous dire comment comprendre ce qui a passé dans la rue aujourd'hui, la rue, manifestation, récupération politique, question Petro-Caribé? Est-ce que c'est de bonne guerre? Est-ce que c'est ça, Mabdou. Nous avons galvaudé une bonne idée. OK, nous avons galvaudé une bonne idée. M'accepter avec groupe jeune qui dans la rue, moi-même tout, moi prends la rue pour me dire faut que réduction des comptes qui fait, faut que nous rendre compte sur environ 1 milliard de dollars de projets qui fait dans le pays ça. Et qu'on bonne l'autre projet encore faut nous garder yo. Petro-Caribé c'est point de départ, faut nous arriver dans ça. Mais n'a demandé jodi a notre président de la République. Il pas sain. Jovenel Moïse. Li doit ba accès pour projet à fait, pour procès à fait. Et c'est ça, m't'attend des ministres là hier, il commençait, c'est dans pis ça m'vle aller. L'État va porter plainte via DGI, d'accord avec ça. Mais on nous pas prendre ba là trop pour nous faire ça dans faveur yo. En donc moi même pas toujours dans question relé à bas. À bas pour qui ça? C'est nous qui victime. Mondel pas de machine officielle non qui prend coup de roche dans la rue. Ouais pays ça c'est méchanceté en bon monde avec démagogue on ban l'autre politicien dans le pays ça qui pas prend route faire projet de société qui pas prend route bons âmes communication pour créer fièvre électorale c'est au même qu'on y a besoin craser pays ça qui est-ce que jodi nous capable dire président non Jovenel Moïse ils ont menace pour secteur privé des affaires n'a dit non est-ce qu'ils sont menace tout pour la communauté internationale n'a dit non eh bien pour que ça qu'on y a nous qui diriger comme ça pour que ça nous quitte à diriger comme ça c'est comme si nous n'en bot démagogue c'est exactement ça pour nous faire nous quitter son bon l'autre monde qui prend la parole démagogie
côté petit peuple là, pas qu'à l'école. Ou imaginez, ou pour une semaine, ou dit c'est question Petro-Caribé. Et ou connaissez ces mensonges. Vous ne pas faire vérité, ça m'a fait sous là. Fait vérité ça yo. Et puis dit côté nous aller. On ne pas biaiser bagay là avec un mensonge au départ. Méchanceté en bon l'autre monde, ignorance en bon l'autre, démagogie en bon l'autre, a craser pays ça. Pendant que sagio a dormi, faut nous lever, faut nous parler. Nous quitter espace public là trop avec un bon démagogue. C'est ça que nous découvert aujourd'hui là. Imaginez un monde à une élection. Li gagne élection. Son jouet lié ou gagne élection. Ou gagne élection. Nous t'es là pour qu'ils ne pas gouverner ensemble. C'est qu'on y en a pris la rue pour nous. Mais pays pas fait comme ça. Faut que nous garder bagay yo yon l'autre gens. Bon. Nous demandons aujourd'hui il faut gagner des nouveaux projets de société. Faut gagner des nouvelles stratégies de communication et faut gagner tout yon l'autre monde dans pays ça pour changer système là. On va craindre que dit que c'est voyou vin prendre défense gouvernement jeudi hein. Pas prendre défense gouvernement. Moi non ligne qui très objectif. Qui ça m'a dit là pas vérité. Non, parce que vérité pour là, c'est pas ça qu'a dit dans la rue. Mais ça qu'a dit dans la rue, c'est parce que la rue est intoxiquée par un bon démagogue. Nous sommes intellectuels. L'intellectuel, le professeur, il est un homme de vérité, de la vérité. Je ne pas parler pour mon content. Et tout le monde connaît qui est, c'est professeur. Et tout le monde connaît qui me dit pays a deux problèmes. Je te dis là déjà dans le point. Problème système n'est pas bon. Avec problème moun, c'est moun qui fait système là. Faut que nous sortions dans le système ça, que son bonne gouvernance ça nous dit, il n'y a pas besoin en adéquation avec question démocratie qui va avec démagogie ça on donne. C'est ça me toujours dit. Louis et José m'a content d'entendre et merci m'a rappelé ou sont intellectuels, m'a apporté quelques précisions, ou c'est un philosophe et politologue. Ouais. Merci infiniment. Merci Wendell. Et passons bonne journée. C'est ça, passons bonne journée. On le avec peut-être d'autres monde qui rebagarent dans l'autre genre, m'a capable inviter là pour nous faire un autre débat. Avec l'autre monde qui gagne discussion qui gagne idée contraire. Oui, discussion mais justement pour un débat équilibré parce que il y a monde qui dit que pas d'accord avec vous et puis à avancer des arguments ou même moi avancer argument par eux et puis là ça publiquement la plus éclairé mais nous noter point de vue qu'on fait valoir en matin dans le cadre passage dans l'émission. Nous devons arrêter plus pour apprendre plus, mais il faut nous mettre en antenne. Merci infiniment et à une prochaine occasion. Merci Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading